Bonjour à tous, je suis Joachim Lemonnier, le fondateur de Verisas, la plateforme qui vous présente des nouveaux logiciels chaque jour. Et aujourd'hui, on est avec Maxence Pastor, le fondateur de YourCall. Bonjour Maxence, je vais te présenter rapidement et puis je te laisse compléter si ça te va. Maxence, t'es le fondateur et CTO de YourCall, une solution de callbot pour les entreprises. Par le passé, tu bossais chez Amazon WS en tant que formateur pour les grands comptes. Et avant ça, tu avais créé une petite start-up avec moi d'ailleurs, où on essayait de créer Jarvis, ou plutôt ChatGPT avant l'heure, en 2017. Donc voilà, ça, c'était il y a un moment déjà, on était en avance sur notre époque. Malheureusement, il n'y avait pas autant de budget et on était tout petits et on savait pas trop encore où on allait. Mais c'est agréable de voir que le temps a passé et qu'aujourd'hui tu te présentes face à moi avec un projet solide avec des clients dont on parlera après. Est-ce que c'est plutôt bien résumé dans l'ensemble? Ouais, ça m'a l'air pas mal. Écoute, même tu sais, déjà on commence par une digression. Tu sais ce qu'on faisait techniquement parlant à l'époque de Bobby, quand on a créé Bobby, ça s'est avéré être de très bonnes hypothèses d'un point de vue purement machine learning, tu vois, parce que c'était avant les transformers, etc. Et il y a des architectures sur lesquelles je bossais à l'époque qu'on avait créées pour Bobby qui sont au final, on va pas rentrer dans les détails de fou, mais qui sont pas si éloignés de ce qui est utilisé aujourd'hui et qui sont plus ou moins la base des systèmes de diffusion pour la création d'images et tout. Il y avait les briques de base des technologies telles qu'elles sont aujourd'hui. De base. La vérité, pour être totalement honnête avec toi, c'était il y a quelques années maintenant, quand j'ai vu un petit peu ce qui se faisait sur la diffusion et tout, donc au tout début d'Ali Mini et tout ça, là, quand un peu des premiers modèles un peu dégueux qui sortaient, j'ai regardé du contenu sur d'explications techniques de l'architecture qu'il y avait dedans. Et en fait, j'en avais les larmes aux yeux de lire ça parce que j'étais en mode content parce qu'on était sur le bon truc et en même temps déçu parce qu'on n'a pas poussé au bout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, carrément. Bah c'est toujours un peu compliqué de trouver l'équilibre entre continuer à lancer une boîte. Voilà, ça faisait 1 an qu'on bossait dessus. Et arrêter pour aller prendre de l'expérience ailleurs. Après, bon, on peut pas refaire les choses, mais quelque part, ça montre aussi que tout ton parcours vis-à-vis des assistants intelligents, de l'intelligence artificielle de manière générale, en fait, t'étais déjà prédestiné, même à l'époque quand on était jeune et qu'on avait 18-19 ans, à te lancer dans cet écosystème-là. Et c'est ce que tu as continué à faire chez Amazon ensuite. Donc aujourd'hui, voilà, t'en es là avec YourCall et d'ailleurs, c'est peut-être aussi l'occasion de présenter YourCall, qu'est-ce que vous faites et comment ça marche. Ouais, totalement. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que on s'est posé avec mes associés. Moi, j'avais besoin de changement, j'avais envie de partir d'Amazon, et j'avais envie de remonter une boîte, et j'avais envie de faire un truc qui résolve un vrai problème, qui est évident pour beaucoup de monde, et qui permette de mettre à disposition les compétences techniques pures que j'ai, qui sont sur l'IA, tu vois. Enfin, comme tu le disais, ça fait plus de 12 ans maintenant que je fais ça d'un point de vue concret, pratico-pratique. Et j'ai bossé sur des trucs qui utilisaient des technologies de voix que j'avais développées avant, dont je t'avais parlé à l'époque. Et je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'on peut résoudre en utilisant l'IA générative comme on la connaît aujourd'hui et ces technologies de synthèse vocale sur lesquelles je bossais. Et on s'est dit, globalement, on est tous été toujours frustrés par les expériences de support client où t'appelles et puis tu te retrouves à attendre 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 45 minutes sans des fois avoir quelqu'un au bout du fil pour te répondre. En particulier chez les grosses entreprises, parce que les plus petites entreprises ont un service client, voilà, qui est dans leur bureau français, qui va répondre, qui va pas être tout le temps disponible, notamment le week-end et après des heures. C'est vrai. Et du coup, on s'est dit, ok, comment on peut résoudre ça? La solution produit, elle semble obvious, qui est de dire, est-ce qu'une IA peut répondre au téléphone en sonnant comme un humain et le faisant aussi bien qu'un humain, en essayant du moins de le faire aussi bien qu'un humain? La réponse est ouais, ça paraît être une bonne solution au problème. Maintenant, pour implémenter ça d'un point de vue purement technique, le problème a beau être obvious, la solution a beau être obvious, l'implémentation technique, elle est extrêmement complexe. Parce que il faut une latence ridicule, une latence la plus basse possible, il faut de la pertinence. Il y a plein d'enjeux autour de la connectivité peut-être avec les outils de téléphonie des sociétés. Il y a ça, connectivité avec les outils des différentes entreprises aussi. Comment tu fais pour faire en sorte que ça s'implémente dans leur système
et que ça soit pas juste un truc en plus. Et donc plein de choses qui ont nécessité beaucoup de R&D en fait, pour arriver à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui avec Your Call, donc on propose cette solution-là qui permet d'avoir des agents donc IA au téléphone, à dispo 24/7 en plusieurs langues, etc., etc. En pay as you go, donc on facture à la consommation, à la minute de consommer nos clients. Et chose qui est intéressante, on était à Vivatech, on a exposé à Vivatech cette année. J'espère que je m'en rappellerai longtemps parce que c'était quand même une expérience intéressante. Il y a une dame qui passait et qui me dit ah vous faites ça et tout super. Et elle me dit mais bon moi j'ai pas forcément les moyens quoi parce que machin, et je lui explique que c'est un pay as you go et qu'en fait ça commence à zéro et que c'est en fonction de la conso qu'elle a, tu vois. Elle fait ah du coup ça veut dire que moi toute petite entreprise qui ait pas les moyens de prendre quelqu'un au support mais qui a besoin de support, je peux vous utiliser. Et je t'en mode bah ouais. Et du coup elle était trop contente parce que ça lui enlève un pain point de fou, tu vois. Bah ouais. Carrément, mais surtout ce que je remarque moi dans l'usage des outils d'IA, c'est que c'est beaucoup utilisé aussi par les très petites entreprises parce qu'en fait ça permet d'automatiser, de se décupler en quelque sorte pour pas grand chose parce que justement c'est des modèles d'affaires qui sont basés sur l'usage. Donc c'est vrai que si tu as très peu de demandes entrantes, etc., par extension tu vas pas payer énormément de coûts serveurs auprès de la société dont tu utilises le service. Donc ça c'est hyper pratique aussi. Ça, c'est des réflexions, tu sais, que j'ai beaucoup eues quand j'étais chez AWS, parce que quand tu présentes les solutions cloud de manière générale d'Amazon et que tu parles d'autoscaling, que tu parles de serverless, qui sont des termes qui parlent beaucoup aux gens de la tech, mais qui parlent un peu moins aux gens du business. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que tu vas consommer des ressources que quand on a besoin. Donc, demain, c'est Black Friday, t'as un pic, tu vas avoir plein de serveurs, et le lendemain, t'en auras plus, tu vois. Alors qu'à l'époque, à l'ancienne, c'est Black Friday, qu'est-ce que tu fais? 6 mois avant, tu passes des commandes en masse de serveurs, comme ça, t'es sûr que tu vas pas être down le jour du Black Friday, et le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'en as plus besoin. Qui sont là, et ils tournent pour rien. Et, il y a une stat qui est impressionnante, t'as 80% des serveurs dans les data centers, du monde, des gens de manière générale, des entreprises, tournent pour rien. Il y a que 20% qui est en train de réellement faire des choses. Et donc, du coup, ça, c'est un gros avantage parce que ton coût est corrélé directement à ta charge que tu as, à ton besoin, tu vois. Donc tu ne payes que pour ce dont tu as besoin. Et c'était vraiment la philosophie qu'on avait envie d'avoir avec Your Call aussi, parce que ça permet de rendre la chose plutôt un coût variable et permettre aussi de pouvoir gérer des pics imprévus sans nécessairement avoir besoin d'anticiper des masses, tu vois. Et justement par rapport à ça, est-ce que tu auras un exemple à donner sur l'un de vos clients actuels sur lequel tu peux communiquer? Ce serait intéressant, une petite étude de cas pour comprendre un peu où va se placer l'usage. Les choses qui sont intéressantes, c'est que donc nous on part sur du support client de base et on se rend compte que au fil des mois, au fil des échanges avec tous les clients qu'on a et les prospects qu'on a, que c'est un use case parmi plein d'autres, en fait. Et du coup, ça c'est intéressant. Quand tu vas vraiment mettre ton produit dans les mains du client et tâter le marché pour de vrai, c'est là où tu te rends compte que les idées que t'avais, elles sont bien dans une pièce isolée, mais que la réalité est différente en général. Et un use case qu'on a, par exemple, c'est une boîte qui fait énormément de pubs à la télé pour récupérer des leads, globalement, et qui n'est pas en capacité avec leur sales de tout traiter, parce qu'il y en a trop. Et donc, nous, ce qu'on est en mesure de faire, c'est d'aller recontacter les gens qui n'ont pas pu qui n'ont pas reçu de réponse à leur demande, globalement, pour aller ensuite planifier un call avec un sales qui va pouvoir prendre le temps. Donc, en fait, on est là aussi dans ce rôle de fluidification de l'échange, par exemple. S'assurer que les humains qui veulent interagir entre eux et qui ont de la valeur ajoutée à mettre sur la table, bah, l'IA va faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer au meilleur moment, dans le meilleur des contextes. Le sales, du coup, il a un contexte précis parce que l'IA, elle peut poser des questions pour, entre guillemets, préqualifier la personne. Donc, le sales, dès qu'il va au call, il n'a pas besoin de redemander 36 000 informations à Madame Michu, tu vois. Il sait déjà sur quoi avancer, ça optimise son temps, ça optimise le temps du prospect ou du client derrière, et ça apporte énormément de valeur, en fait. Ouais, sur ce use case sales, ce qui est intéressant, c'est que oui, le callbot, donc l'IA va servir de préqualification, de pouvoir aussi servir de tampon pour quand il y a des gros flux entrants, pour ensuite booker des rendez-vous avec les sales. J'imagine que c'est connecté du coup à leur CRM pour pouvoir booker le rendez-vous, voir leur disponibilité, etc. Et en fait, ce qui est bien aussi pour l'entreprise, c'est que elle va directement pouvoir calculer le ROI de la mise en place d'une solution comme celle-ci. Totalement. Parce qu'elle va savoir, voilà, l'IA a booké X centaines de rendez-vous au cours de ce mois-ci. Donc comme ça, on peut immédiatement savoir, voilà, il y a un usage concret et un retour sur investissement qui est concret lui aussi, quoi. J'imagine,
c'est plus facile de calculer le retour sur investissement sur ce use case-là que sur un use case de support client où là c'est plutôt du NPS que ça va tourner. Totalement. Et encore une fois, pareil, c'est des choses que moi j'observais chez Amazon avec les clients avec lesquels je bossais, mais je pense que c'est une philosophie globale de toutes les boîtes. C'est beaucoup plus facile de quantifier et de s'exciter sur des nouveaux revenus que sur une réduction de coûts, tu vois. Parce que nouveaux revenus ont des chiffres d'affaires en plus, du chiffre d'affaires grossier, etc., etc. Alors que réduction de coûts, le chiffre d'affaires peut rester le même, mais du coup, il t'aura plus de bénéfices. Mais bon, dans la philosophie, alors qu'in fine, tu vois, le but, c'est juste d'augmenter la marge que tu fais ou d'augmenter le bénéfice. Donc, à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan, tu auras peut-être exactement la même somme. Mais aller tirer dans un sens ou dans un autre, c'est pas forcément la même chose. J'imagine que aussi, il y a des sociétés qui vont venir sur un use case et en fait, vous allez détecter chez elles qu'elles peuvent aussi avoir un use case, par exemple, elles viennent pour un use case support client et pour de la réduction de coûts et vous allez détecter chez elles en analysant un petit peu leur modèle d'affaires et comment ça fonctionne, leur entonnoir de vente par exemple, qu'il y a aussi un use case sur la partie sales et du coup potentiellement vous allez pouvoir à la fois réduire les coûts et augmenter les ventes. Donc là c'est le double effet qui se coule quoi. En fait, si tu veux, il y a tellement de use cases pour la techno qu'on a. Même nous on en découvre tous les jours avec les clients. On essaye de brainstormer avec eux du mieux possible et de les écouter sur leur idéal, entre guillemets, pour nous ensuite mettre en place les briques techniques qui permettent de faire les choses, naturellement. C'est ça qui fait évoluer notre roadmap produit aussi. Mais il y a tellement de choses à faire, que ce soit sur du support de base, que ce soit sur même du SVI intelligent. Tu sais, les SVI, c'est les menus taper 1, taper 2, taper 3 sur le téléphone. Typiquement, au lieu d'avoir ça avec 46 sous-menus, mais juste d'avoir une IA qui te dit « Hey, pourquoi t'appelles aujourd'hui? C'est quoi ton problème ?» qui te fait parler 30 secondes, juste histoire de comprendre, et qui dit « Ok, moi je sais qu'il faut que c'est Mireille en fait. Il faut que je te passe à Mireille parce que c'est Mireille qui fait. » Tu vois ce que je veux dire? C'est mieux que taper 1, taper 2, taper 3. Et l'IA, elle peut même dire « Écoute, la Mireille, elle est pas dispo, elle est bookée jusqu'à 17h. Soit je te propose, tu parles à Julien parce que il est pas aussi fort, mais je pense qu'il pourrait t'aider. Soit donne-moi tes dispos et Mireille, elle te rappelle. » C'est beaucoup plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Non mais ça change totalement l'expérience client. Hein. Ça change la dynamique de fou. Et ça, c'est un use case qui peut fonctionner pour toutes les boîtes qui ont du SVI globalement, qui ont un numéro de téléphone avec un menu. Ça, c'est un use case plus support. Après, on peut se dire, ok, mais est-ce que l'IA, du coup, elle peut pas répondre à un certain nombre de questions pour éviter d'aller justement embêter Mireille et que Mireille, elle aille vraiment apporter de la valeur là où elle en a. Et donc, là, t'avances un petit peu sur du niveau 2. Ce qui s'apparenterait à par exemple les chatbots qui sont alimentés par les bases de connaissances des help centers où là pour le coup il est alimenté par le help center donc toutes les FAQ etc de la documentation de l'entreprise et il va répondre du tac au tac au téléphone par rapport à cette base de connaissances qu'il a ingurgité au préalable quoi. Totalement. Nous on fait beaucoup de travail là-dessus. On a plein de features qui arrivent là sur ce genre de sujet-là pour pas juste se limiter à la base de connaissances, mais comment tu fais pour avoir la connaissance de manière instantanée si elle est pas dans la base de connaissances? Vraie question. Et donc nous, on est en train de mettre en place chez des clients des stratégies pour ça, pour détecter là où l'IA pourrait potentiellement manquer de connaissances et l'anticiper, et ensuite aller réclamer entre guillemets la connaissance là où il faut, pour que ça soit un système qui s'améliore au fil du temps en fait. Ça, c'est un vrai sujet. Dans l'optique, encore une fois, c'est pareil en entreprise, si tu veux, quand t'es dev ou quand tu gères des devs ou quand même dans d'autres sujets, si quelqu'un vient de poser une question une fois parce qu'il sait pas comment faire quelque chose, ok, tu lui réponds normal, tu vois. Mettons même juste comment fonctionne la machine à café, tu vois. S'il vient 2 fois ou si une autre personne vient, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 10, là t'es en train de perdre du temps, vaut mieux l'écrire quelque part et que quelqu'un puisse aller consommer cette information-là, tu vois. Ne serait-ce que mettre un papier au-dessus de la machine à café pour expliquer comment elle marche. Tu vois ce que je veux dire? Et l'idée c'est, ok, comment on permet de faire ça avec notre solution aussi, pour optimiser les choses. Oui, parce que vous-même, vous pouvez être, on va dire, client de votre propre solution à terme quand... Alors de notre côté, ouais, clairement. Vu qu'il y a forcément des demandes, tu vois, ouais, il y a forcément des demandes, il y a forcément des questions de la part de nos clients. Puis ça fait une démo live pour le prospect qui viendrait vous voir de la solution, quoi. Totalement. Donc la boîte aujourd'hui, elle a été créée en début d'année, c'est ça, 2024? Ouais. Et j'ai vu que vous êtes allé très très vite par rapport, que ce soit au développement, vos premiers clients, même une levée de fonds de 500 000 euros. Félicitations d'ailleurs pour ça. C'est quoi un peu
le secret, mais aussi les difficultés que vous avez rencontrées pour déployer une solution sur le marché comme ça en l'espace de 6 mois? C'est vraiment une bonne question. Je pense que la recette du succès actuel, parce qu'on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est une cumulation d'expériences au global avec mes associés, qui fait qu'on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et avec qui il faut le faire. Donc du coup, pour lever des fonds, on avait un réseau conséquent qui nous a permis de le faire rapidement. D'un point de vue produit, j'ai quand même passé 4 ans chez Amazon à dire à toutes les grosses boîtes françaises et européennes comment faire de la tech. Bah ça aide quand tu te remets à faire de la tech toi-même, honnêtement. Donc ouais, donc ça permet d'aller vite et bien et de prendre des décisions qui sont pérennes. Et après, d'un point de vue plus client, bah c'est un mix de tout ça. C'est ton réseau de manière générale, l'intérêt que tu peux créer justement en ayant une solution qui soit un minimum viable très vite, que tu peux mettre dans la main des gens. Tu vois, quand on a fait Vivatech, c'était pas forcément pour aller chercher du client. C'était plus, on l'a vu comme un playground géant où on pouvait faire en sorte que tout le monde puisse tester notre IA dans un environnement ultra bruyant. En plus, c'était une galère. Mais au final, ça a super bien marché. Quand on est à côté d'une scène, on s'est dit jamais de la vie ça passe. Au final, c'est passé nickel. Est-ce que vous aviez une sorte de téléphone, c'est ça, et les gens pouvaient ouais, il est juste appeler... là-bas, je peux pas le choper, mais ouais, on avait un téléphone rouge, un gros téléphone rouge, et les gens, on le faisait sonner quand les gens passaient. Ding, ding, ding. Attends, ouais, tiens, c'est pour toi. Et du coup, c'est en mode, what, c'est quoi? Et du coup, elle discutait avec l'IA. Et l'IA, elle présentait leur call, et elle proposait de booker un call avec Mathieu, mon associé, pour discuter plus en détail plus tard. Elle qualifiait un peu le truc et tout. Et c'était pas mal, ça nous a donné pas mal de trucs. Surtout, c'est très original par rapport à lorsque tu es sur un salon, c'est vraiment un moyen de se démarquer. D'ailleurs, voilà, si jamais il y a des solutions d'IA qui écoutent, mettez votre produit entre les mains de vos clients, de vos futurs clients directement. Tu sais, c'est ce qui nous a choqué le plus parce que Vivatech, c'était fin mai, on a créé la boîte le 8 mars. Donc, pas longtemps entre-temps, tu vois. Et pourtant, on avait quand même un produit à mettre dans les mains des gens. On a vu des concurrents sur le salon. Normal, il y a des boîtes qui se lancent sur le même domaine. Et on est les seuls à avoir fait faire des démos aux gens. Tous les autres, chaque fois que quelqu'un qu'on connaissait avait été demandé, ils voulaient pas. Bah, c'est le fameux chaudron de terre, là. Voilà. Hein. Et puis, tout de suite derrière, bah, les gens, voilà, ils ont vu l'usage concret et ils ont entendu aussi la qualité de la voix parce que ce qu'il faut dire, moi, j'ai testé pas mal de solutions de callbot aussi et par moment, j'en entends dans des services clients. Il y a beaucoup de solutions américaines qui font des voix françaises un peu clichés, quoi, un peu oh bonjour, tu du chocolat, genre c'est vraiment un peu voilà, c'est pas ce que le consommateur français attend du. Non, c'est pas viable pour un marché français, ouais. Clairement. Et vous avez un peu, voilà, aussi peut-être parce que vous êtes une équipe française, enfin, ouais. La société est basée à Ajaccio, mais bon, ça reste en France. Peut-être vous avez peut-être un petit peu mis plus de patine. Tu passes trop fort. Je veux pas je veux pas faire exploser mon bureau. Non, je rigole. Mais l'idée, c'est que vous avez peut-être mis un peu plus d'efforts et de patine sur la qualité de la voix française, parce que votre marché, pour le moment, j'imagine qu'à l'avenir, ça sera international, mais pour le moment, vous êtes surtout sur des boîtes françaises, sur un marché français. En fait, ouais, alors à l'heure actuelle, l'idée c'est d'aller taper là où on connaît. Et parce que c'est aussi là où on connaît, c'est là où les gros concurrents, grosses startups américaines ou autres, connaissent moins, en fait, tout simplement. Donc, il y a une capacité à taper fort à cet endroit-là pour ensuite avoir un produit qui est plus robuste pour aller taper des marchés un peu plus divers. Ça n'empêche, on a quand même une bonne partie de l'équipe qui est à Montréal. Et donc, du coup, on est plus qu'à l'écoute du marché américain. Montréal qui est un bon hub quand même de l'intelligence artificielle, hein, avec McGill, etc. Il y a beaucoup d'universités et de talents aussi là-bas. On dit que voilà, en France, il y a beaucoup de gens très très forts en maths et forcément ça découle aussi donc du Python, etc. Tout ce qui va permettre de développer pour faire de l'IA. D'ailleurs, Yann Lequin est français, hein, le CTO de Facebook. Et donc ouais, il y a tout ce vivier de talent. C'est vrai que vous avez ce côté un peu où vous avez déjà plus ou moins un pied sur la partie anglo-saxonne, américaine. Ouais, totalement. Et après, ouais, non, l'idée c'est pour nous, comment dire, bah on savait ce qu'on... En fait, même à l'époque, quand on a fait Bobby, c'était un peu le même truc, tu vois, il y avait un marché, il y avait déjà des gens qui étaient présents sur le chatbot à l'époque pour faire des trucs. Et nous, quand on avait décidé de lancer Bobby, c'était OK, voilà tout ce qui marche pas sur les trucs en face, voilà ce qu'on voudrait faire nous,
dans l'UX, dans lui aussi de manière générale avec Antoine et le travail qu'il avait fait, dans la manière de communiquer avec les trucs, dans la manière de pouvoir aller query des API tierces via le chatbot. À l'époque, c'était innovant comme truc, hein, et il y avait personne qui le faisait à part nous, tu vois. Et tout ça dans l'optique de s'insérer avec quelque chose qui soit pertinent, et c'est la même réflexion qu'on a aujourd'hui. Et quelque chose que j'ai appris chez Amazon et que je ne lâche pas aussi ici, c'est Customer Obsession. Ça, c'est dans les veines de tous les Amazoniens de toute façon. Tu pars, ça reste la même chose. Mais en fait, on regarde jamais les concurrents chez Amazon. Honnêtement. Jamais. Donc aujourd'hui, chez Your Call, tu regardes pas les concurrents, tu te focuses sur tes clients. Je regarde les clients, ouais. Totalement. Je fais ce qu'ils me demandent de faire globalement et ce qu'on pense qu'est le mieux pour eux. Si les concurrents font des choses similaires, tant mieux, parce qu'il y a des besoins qui sont évidents. Donc naturellement, avoir une IA qui parle au téléphone, il y a des choses qui vont se couper. Mais sur la roadmap qu'on a sur le futur, on dirait beaucoup. Mais je pense que ce qu'on dessine là, je pense pas que les concurrents en face vont faire ça, tu vois. Tu parles de roadmap, donc tu parles de futur. D'ailleurs, ça m'amène à peut-être les questions de fin qui vont tourner autour de à quoi va ressembler le futur vis-à-vis des... On va surtout parler des callbots là pour le coup parce que l'IA elle va s'immiscer partout, j'ai l'impression. Mais toi sur ton marché là qui est celui des assistants conversationnels, que ce soit peut-être à l'écrit, mais surtout sur la partie vocale, quels sont tes pronostics un petit peu sur le futur, comment ça va se dérouler tout ça? Je pense que ça va prendre un peu de temps avant d'être adopté at scale, on va dire. Même si je trouve qu'en vrai le marché réagit bien de manière générale à l'IA générative ces temps-ci. Tout le monde essaye de s'y mettre à droite à gauche. Et le use case qu'on a est quand même un use case très pratique, très utile, pas bullshit, qui apporte de la vraie valeur. Donc c'est cool. Comme les boîtes qui font du chatbot aussi, tu vois, il y a de l'intérêt maintenant qu'on peut vraiment converser avec le chatbot. C'est cool. À l'époque, quand on faisait ça avec Bobby, on faisait en sorte, on essayait de faire un maximum que ce soit conversationnel, mais naturellement, on avait une barrière qui était quand même conséquente, que ChatGPT unlock, mais tu vois. Oui, maintenant, mais même avec ChatGPT, généralement, ce que tu veux, c'est un résultat. Tu vas pas forcément, enfin, il y en a qui le testent pour, en mode test de Turing, où ils veulent savoir si le truc, il va pouvoir discuter de tout et de rien avec eux. Bon, plus ou moins. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens utilisent ChatGPT pour, parce qu'ils veulent obtenir quelque chose. ChatGPT leur donne, que ce soit, par exemple, pour un podcast, tu veux une intro, tu veux faire une intro ou un truc, tu veux des pistes de réflexion. J'ai l'impression que c'est plutôt ça l'objectif aujourd'hui, c'est d'obtenir un résultat plus que d'avoir un semblant d'humain finalement. Bah, t'as répondu à la question tout seul. Pour moi, là où le futur va se dessiner, que ce soit du côté de Your Call ou du côté de l'IA de manière générale, c'est quel résultat tu veux. Et comment tu designes un produit qui t'amène le mieux vers le résultat que tu veux obtenir. Ouais. Et c'est là où c'est important d'être customer obsessed et d'écouter tes clients pour savoir quels sont les résultats qu'ils veulent et designer le produit qui permet d'atteindre les résultats en question. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans cette phase actuelle du marché, t'es à la fois un conseiller et un provider de technologie, où t'as aussi beaucoup un rôle de questionnement du client pour savoir vraiment ce qu'il veut et quel objectif il veut atteindre avec un outil comme celui-ci. Il y a un rôle de conseil et de brainstorm naturellement parce qu'on est sur une techno qui est innovante et on a l'expertise et l'expérience de ce que font nos autres clients, des besoins qu'ils ont et moi de par mon expertise professionnelle, tu vois. Mais j'ai tellement été dans la partie justement conseil, etc., chez Amazon sur ce sujet d'IA que je dirais pas que je fais la même chose, tu vois. Entre guillemets. Je pense que du coup ça fait que j'ai une bien meilleure compréhension de comment toutes ces boîtes sont structurées d'un point de vue IA et équipe d'IA derrière et comment leur projet fonctionne et tout. Et quelles questions poser pour vraiment comprendre les vrais besoins, là on peut apporter de la valeur ajoutée. Mais je vais pas faire de l'évangélisme non plus, tu vois. Alors que avant, tous les jours, je faisais pas de l'évangélisme, mais tous les jours je parlais IA Tech avec plein de data scientists, data engineers, chercheurs et tout ça. C'était mon taf. Et aujourd'hui, je l'ai pas fait depuis 6 mois, tu vois. Mais j'ai l'impression, oui, c'est ça, c'est qu'il y a quand même une évolution de marché où aujourd'hui les gens dans les entreprises, voilà, de toute taille, mais dans les grosses entreprises, ils sont pas bêtes, ils voient qu'il y a une tendance générationnelle qui va aller vers ces outils-là. Et je pense qu'ils sont intéressés pour les mettre en place. Dans la question, c'est plus de savoir est-ce que oui ou non il faut le mettre en place, mais plutôt si on le met en place, comment ça marche, quel résultat je peux attendre, combien ça va me coûter, etc., quoi. Ouais, vraiment. Et surtout la partie résultat parce que on a vu quand même ces 2 dernières années beaucoup de
d'organisations qui partaient sur l'IA parce que c'était c'est la nouvelle quête, il faut dire qu'on fait de l'IA parce que sinon on est has-been, un peu comme il y a eu avec la blockchain en vrai. Il fallait que, tu vois, donc bon, placement de keywords et tout machin, ok, cool. IA bashing. Mais ouais, mais la réalité c'est ok, qu'est-ce qu'on fait avec, quelle valeur on crée, tu vois. Dire qu'on fait de l'IA pour faire de l'IA, ça sert à rien. Moi j'ai toujours détesté ça, tu le sais, tu m'as vu pendant les 7 dernières années me battre entre guillemets contre ça. Mais du coup, voilà, quels sont les vrais besoins à résoudre et est-ce que l'IA est pertinente ou pas? Et il y a des fois où la réponse elle est non, il faut savoir le dire aussi, tu vois. Ouais, vous avez déjà eu un prospect, vous, qui est venu vous approcher, vous avez dit, bon, bah, écoute, on détecte pas de besoin en particulier. Ouais, on en a eu quelques-uns. Où tu te dis, vu l'échelle, je pense pas que ça soit pertinent. Ouais, autant prendre une personne au support client, ou former quelqu'un, et une personne suffira, là où, avec grâce à l'IA, tu peux scale, justement, comme l'exemple que tu tenais avec, les personnes qui recevaient des appels entrants et le mec il a un open space avec 100 commerciaux, mais s'il reçoit 200 calls entrants d'un coup à l'échelle d'une publicité sur toute la France, bah ouais, même avec une grosse équipe, et puis tu peux pas doubler ton équipe de commerciaux en passant de 100 à 200. Donc là pour le coup l'IA a tout son intérêt en fait parce que ça permet vraiment de scale des entreprises qui sont déjà assez grosses. C'est ça, d'absorber la charge, de fluidifier et même de manière générale, tu vois, il y a d'autres use cases. Typiquement, appel de satisfaction. Aujourd'hui, tu fais un truc, je sais pas, t'achètes un service ou un produit. Ou quelque chose, ou t'as eu, quelqu'un est venu installer quelque chose chez toi. La box. Par la exemple. box internet. Du coup, soit tu reçois un formulaire, ok, mais en vrai, personne les remplit. Très rarement. Ils ont beau essayer de donner des cartes cadeaux, des machins, des trucs pour te forcer à les remplir, en vrai, tu le fais pas parce que tu sais qu'il y a une carte cadeau de 50 balles à aller chercher pour peut-être 10 000 personnes, ça sert à rien. Et un texto, c'est un peu faible, alors que si t'as une IA qui t'appelle le lendemain ou après une intervention quelconque, tu vois, oui, ça peut être la box, ça peut être, je sais pas moi, tu fais changer un compteur d'électricité, comme ça. Et bah du coup, tu vas pouvoir avoir une vraie conversation pour donner ton ressenti, et donc l'entreprise a une vraie connaissance sur tous les clients, sur l'intégralité des clients. S'ils veulent le faire sur tous les clients, ils peuvent, parce que l'IA permet d'avoir cette échelle-là, sur leur ressenti et sur comment, du coup, eux-mêmes peuvent améliorer leur service derrière pour que ça se passe mieux les fois d'après. Au lieu que ce soit une ou deux personnes qui traînent par-ci par-là qu'ils ont réussi à choper parce que les 50 balles ils se sont dit, ah ouais, vas-y, je peux peut-être avoir une carte crédit, je sais pas, carte cadeau Netflix, vas-y, je le fais. Pardon, je te coupe. Un formulaire, c'est standardisé et orienté. Là où une discussion, ça va plutôt, tu vas vraiment avoir un retour objectif de la personne. Après, il faut réussir à le retranscrire et à le résumer, mais potentiellement ça permet d'avoir une vision marché de la réalité plus vérifiable, enfin plus authentique. Ouais, à partir du moment où tu as plus de chiffres, naturellement, tu peux tirer des conclusions plus conséquentes. Quand ton échantillon d'évaluation est plus large, les conclusions que tu peux en tirer sont plus pertinentes, 100%. Donc du coup, en fait, c'est ça aussi, tu vois, quand on parle de la fluidification des interactions entre les entreprises et les clients, t'as le fait de pouvoir aller prendre des appels entrants pour du support classique, pour que les gens soient pas frustrés, pour qu'ils aient des réponses à leurs questions, etc., etc. Mais t'as aussi la capacité de mieux comprendre tes clients en allant justement les contacter pour ensuite améliorer ton service client. Donc ça va dans les deux sens aussi. Et il y a un champ des possibles gigantesque à ce niveau-là. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment dingue. D'ailleurs, j'aimerais passer des heures à discuter de tous les cas d'usage, mais on s'était fixé 30 minutes, qu'on a légèrement dépassé. Donc, avant de finir, je vais te poser 2 autres questions. Mais vraiment, c'est passionnant de voir que, oui, en effet, le champ des possibles est assez immense, et que, en fait, il y a ce côté adaptatif aussi en fonction de chaque entreprise, où il faut détecter là où l'utilisation de l'intelligence artificielle va avoir des résultats, va entraîner une augmentation du ROI ou une réduction des coûts significative, ou simplement le fait de pouvoir scaler et de développer son activité, d'aller chercher plus de clients ou pouvoir en encaisser plus. Donc c'est très passionnant tout ça. Donc mes 2 dernières questions, c'est vous avez levé de l'argent, vous avez une roadmap qui est en train de se mettre en place. Est-ce que vous allez recruter dans les semaines, les mois qui vont suivre? Ouais, c'est le plan. Globalement, on a déjà commencé à recruter récemment. On a eu la chance d'accueillir Solène avec nous et on a
des nouveaux devs qui vont arriver au fur et à mesure, plus de gens sur la partie commerciale aussi. Enfin, le développement classique d'une boîte qui fait son bout de chemin, tu vois. Et donc, si on veut postuler, vous avez, on peut À l'heure contacter. actuelle, il n'y a rien de particulier de publié. Au moment où le podcast sera publié, peut-être qu'il y aura des trucs, mais sinon, le meilleur moyen, c'est LinkedIn. Ouais. Contacter direct sur LinkedIn. Ok, super. Et pareil, si jamais une entreprise, voilà, qui a envie d'implémenter votre solution dans sa structure, souhaite vous contacter, LinkedIn aussi. Même chose. On est assez responsive. Merde, ça, c'est l'anglais. On est assez réactif. Ouais, parce que j'ai vécu à Londres pendant quelques années, quand même. Bah ouais, je comprends. Mais bon. Super. Passer d'une île à une autre. Ouais. Bah écoute, super Maxence. Si t'avais un dernier message à faire passer pour clôturer cet épisode de podcast. Et je pense que c'est un message qui a rien à voir avec, enfin, qui a rien à voir avec ce qu'on fait, mais Tout message ce que je disais beaucoup Bouteille à la mer. ce que je disais beaucoup aux gens avec qui je travaillais quand j'étais chez Amazon, donc tous les data scientists, chercheurs ou ceux qui aspiraient à ça, c'est que c'est toujours pas trop tard pour se mettre dans l'IA. Pas faire du prompting sur ChatGPT, genre fun 5 minutes, mais vraiment aller dans le cœur technique et comprendre comment ça fonctionne et coder des vrais trucs en Python pour faire vraiment de l'IA. C'est moins compliqué que ce que les gens pensent. C'est pas non plus facile, mais c'est moins compliqué que ce que les gens pensent. Et ce que je disais, alors je disais ça il y a 2 ans, donc on a un peu pris quand même un petit bump depuis, mais je disais qu'on était au moment de la création du transistor et que c'est pas parce que le transistor vient d'arriver que tu dis ah merde c'est trop tard et du coup il y a plus de place. Ah. Non, au contraire, c'est le début du truc et tu vois pas ce qui arrive après, mais du coup si tu te positionnes à la création du transistor en tant que spécialiste de l'informatique, on verra. En général, 20 ans après, tu vois, t'es très 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 pertinent et t'as vu plein de choses se faire. Et on est à ce moment-là, légèrement après maintenant. Donc il est pas trop tard et l'expérience, ça se crée avec les années. Mais faut décider de commencer au bout d'un moment, en fait. Bah, Faut pas remettre à demain. C'est un beau message parce qu'à la fois ça peut parler à des gens qui voudraient être salariés, voilà, ou consultants ou freelance, et de l'autre potentiellement aussi à des entrepreneurs qui seraient peut-être un peu démotivés de voir voilà toutes les sociétés IA qui sont créées en l'espace de 1 ou 2 ans là dernièrement et de se dire ah c'est trop tard, j'ai loupé la vague. Non, là on est que sur le début quoi, en quelque sorte. Et le vrai sujet, c'est la valeur créée, en fait, hein. Encore une fois, c'est-à-dire que il y a des sujets. Tout le monde parle d'IA générative, de LLM, de machin, truc. Ok, cool, on peut faire plein de choses sympas avec. C'est clair. Il y a encore plein de sujets, plein de problèmes à résoudre qui utilisent de l'IA plus traditionnelle, du machine learning plus, entre guillemets, à l'ancienne, qui est accessible à, entre guillemets, tout le monde, mais qui n'attendent que d'être résolu comme problème, tu vois. Donc, des fois, faut pas chercher midi à 14h. Faut se créer sa boîte à outils techniques pour savoir faire des choses. Et faut avoir un œil et échanger avec des gens et des clients potentiels ou des gens de manière générale, comprendre quels sont leurs problèmes. Et à un moment, tu trouves un problème qui matche la boîte à outils que t'as ou qui est pas trop éloigné, que tu sais que tu peux t'upskill sur un truc. Et là, tu peux foncer et faire un truc cool. Tu vois. Exactement. C'est vraiment l'idée. Bah écoute, c'est un très bon message d'espoir que tu nous donnes. Faites trouver tes problèmes, chers auditeurs, et puis merci Maxence pour cet échange. Et on se Avec reverra sûrement bientôt quand on refera un échange comme ça. Peut-être on peut se refaire un petit podcast dans 1 an pour voir un peu de nouveaux use cases et le chemin parcouru de YourCall. Ouais, carrément. Avec grand plaisir. Allez, super. Bon, à plus. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Maxence Pastor. Si vous l'avez aimé, prenez juste 1 seconde pour nous laisser 5 étoiles. Ça fait toute la différence. Et si vous êtes fondateur ou fondatrice d'un SaaS et que vous voulez partager votre parcours et nous parler de votre entreprise et de l'industrie dans laquelle vous évoluez, eh bien, contactez-moi sur LinkedIn, Joachim Lemonnier. J'adorerais vous recevoir sur le podcast. À très vite pour le prochain épisode.